Bonjour à tous et bienvenue dans cette session plénière consacrée aux services spatiaux. Nous allons commencer avec une présentation qui a pour but de vous montrer comment la réglementation internationale a accompagné et accompagne toujours le développement des services spatiaux. Pour cela, nous allons commencer par un petit... Comme vous le savez sans doute, le premier satellite qui a été lancé s'appelait Sputnik. Il a été lancé le 4 octobre 1957, à l'époque par l'Union soviétique. Ce qui est moins connu, c'est que seulement 6 ans plus tard, en 1963, en octobre-novembre 1963, ici, dans cette ville de Genève, l'UIT a réuni la première conférence radio extraordinaire dédiée à l'espace. Et lors de cette conférence radio, les premières attributions de bandes de fréquences pour les réseaux à satellite et pour les utilisations spatiales a été faite. C'est pour vous dire que l'UIT et l'espace ont une longue histoire, puisque dès le début de l'ère spatiale, l'UIT a été impliquée dans la gestion des fréquences spatiales dans l'espace. De nos jours, bien sûr, les satellites ont beaucoup évolué. Depuis Sputnik, vous avez ici 4 exemples de satellites contemporains. En haut à gauche, vous avez une pile de satellites Starlink qui sont empilés dans une fusée pour être lancés en paquet. À côté, vous avez l'un des plus gros satellites de communication qui ait jamais été envoyé en orbite géostationnaire, un des satellites Viasat. En bas, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un CubeSat. Donc, vous voyez les mains de l'opérateur qui prépare le CubeSat. Donc, ça, c'est un CubeSat qui fait 20 cm sur 10 sur 10. Et enfin, en bas à droite, vous avez un satellite d'observation de la Terre qui permet de prendre des mesures, même en cas de nuages. C'est un satellite d'observation de la Terre radar. Et désormais, l'année dernière, en tout cas, l'économie spatiale représentait 400 milliards de dollars de revenus, tout combiné dans le monde. Et de manière similaire, de manière parallèle, le règlement des radiocommunications a lui aussi suivi le développement de l'industrie spatiale. Et de nos jours, comme vous le savez, il contient il contient 4 volumes, plus de 2000 pages de réglementation qui sont régulièrement mises à jour par les conférences mondiales des radiocommunications, comme vous l'avez vu hier. Vous pouvez voir sur cette présentation que j'ai fait la présentation il y a un petit peu trop longtemps, puisque c'est encore l'édition 2020 du règlement radio qui est mentionnée sur ce transparent. Mais en fait, nous avons publié récemment l'édition 2024, suite aux décisions de la CMR 2023. Et je vous encourage tous à télécharger d'une part cette édition 2024, mais également à vous en procurer une version papier. C'est très utile pour le travail de tous les jours. Alors, nous allons rentrer un petit peu davantage dans ce qu'est la réglementation internationale en matière de fréquences dans l'espace. Tout d'abord, il faut comprendre qu'à chaque fois que nous parlons de fréquences dans l'espace, nous parlons de fréquences dans un certain lieu de l'espace, et par conséquent, les fréquences sont utilisées sur des orbites. Ces orbites sont assez variées. Il existe une orbite très particulière et très importante qui s'appelle l'orbite géostationnaire. C'est une orbite à 35 780 km d'altitude au-dessus de l'équateur, qui est telle que lorsque un satellite est positionné sur cette orbite, il tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. Dès lors, quand vous êtes sur Terre, vous voyez ce satellite comme un point fixe dans l'espace. Et je vais vous présenter une photo ici. Sur cette photo, c'est une photo nocturne, vous voyez des lignes. Les lignes, ce sont les étoiles dans le ciel qui, en fait, elles ne bougent pas dans le ciel, mais par contre, la Terre tourne. Et par conséquent, comme la Terre tourne, vous avez l'impression
que les étoiles, elles, bougent par rapport au sol. À l'inverse, vous voyez un ensemble de petits points. Eh bien, ces petits points, ce sont les satellites géostationnaires qui, eux, tournent en même temps que la Terre, et par conséquent, dans le ciel, ils apparaissent comme des points fixes. Alors, c'est historiquement l'une des orbites les plus utilisées, parce que, puisque le satellite est un point fixe dans le ciel, vous n'avez pas besoin de le suivre avec votre antenne au sol, vous avez simplement besoin de pointer une antenne au sol vers un point fixe, et ensuite vous pouvez établir une communication avec ce satellite. Récemment, les orbites non géostationnaires sont devenues plus populaires, et parmi les orbites non géostationnaires, il y en a 3 principales. La première, l'orbite basse, ce qu'on appelle Low Earth Orbit, qui est environ entre 400 et 2000 km d'altitude, et qui est principalement utilisée actuellement par tous les satellites de communication non géostationnaires ou bien les satellites d'observation de la Terre. Ensuite, vous avez les satellites de Medium Earth Orbit, qui sont principalement utilisés pour les constellations de radionavigation par satellite. Et enfin, une dernière orbite hautement inclinée, hautement elliptique également, qui sert principalement à desservir les zones de haute latitude. Donc, les fréquences sont utilisées depuis ces orbites. Quelles fréquences sont utilisées? Eh bien, un ensemble de fréquences qui sont définies dans l'article 5 du règlement des radiocommunications, lorsque ces bandes de fréquences sont attribuées à des services spatiaux. Donc, j'ai listé sur le transparent les principales bandes utilisées par les communications spatiales, mais il y en a d'autres. Et comme vous le savez sans doute depuis hier, vous pouvez vous référer à l'article 5 du règlement radio pour connaître tous les détails d'utilisation des différentes bandes de fréquences. Alors, une fois que des fréquences et des orbites, une fois que des fréquences ont été identifiées pour des services spatiaux, la question se pose de est-ce que tout le monde peut utiliser toutes les mêmes fréquences en même temps? Alors potentiellement oui, si les gens se parlent, et potentiellement non, si les gens ne se parlent pas. C'est-à-dire si les différents projets ne se parlent pas. Je vous ai présenté sur ce transparent des satellites géostationnaires, des satellites non géostationnaires, des stations au sol, et puis des stations des services de terre. Toutes les flèches rouges, ce sont des possibles brouillages entre services. Donc, comme vous le voyez, il y en a pas mal. Et donc, l'objectif de la réglementation internationale, c'est de garantir que ces potentiels cas de brouillage ne se matérialisent pas en brouillage effectif. Et pour cela, concernant l'espace en tout cas, il y a un aspect de droit international qui est important de se rappeler, c'est que contrairement aux stations au sol, dans l'espace, il n'existe pas de souveraineté des États. Les États n'ont pas de souveraineté sur une partie de l'espace, et par conséquent, l'espace est d'un usage libre, pourvu qu'il soit conforme à la réglementation internationale. En matière d'usage des fréquences, la réglementation internationale, c'est le règlement des radiocommunications et les autres dispositions de l'UIT. Alors, je viens d'essayer d'expliquer ce que nous régulons à l'UIT et pourquoi nous le faisons, donc pour éviter les brouillages préjudiciables entre services. Et tout cela est codifié dans 2 documents principaux. Le premier, c'est la Constitution de l'UIT, qui explique dès son article 1 que le rôle de l'Union est d'attribuer les bandes de fréquences, mais également de faire des assignations aux services spatiaux pour l'utilisation des fréquences dans l'espace afin d'éviter les brouillages entre stations radio. Et c'est également un autre de ses rôles, c'est de coordonner les efforts pour éliminer les brouillages au cas malheureux où ils surviennent. Il y a 2 autres articles fondamentaux de la Constitution qui traitent des satellites. Le premier, c'est l'article 44, qui concerne l'utilisation des fréquences radio et des orbites.
et qui explique, et qui indique que les ressources orbite-spectre sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées rationnellement, efficacement, de manière économique, mais également de manière à garantir l'accès équitable de tous les pays à ces ressources. Enfin, comme je le disais, l'essentiel de nos dispositions vise à prévenir les brouillages préjudiciables. Et l'article 45 de la Constitution l'écrit noir sur blanc. Les États membres de l'UIT s'engagent à ne pas causer de brouillage inacceptable. Et ils s'engagent non seulement à le faire eux-mêmes, mais ils s'engagent également à réglementer leurs entreprises privées, ou leurs entreprises d'ailleurs publiques, de telle sorte que ces entreprises ne causent pas de brouillage préjudiciable lorsqu'elles utilisent des fréquences radio. Alors, la Constitution est le document de haut niveau qui indique les grands principes d'utilisation des ressources orbite-spectre. Les détails sont contenus dans un autre traité que nous appelons le règlement des radiocommunications et auquel vous êtes sans doute plus familier. Alors, dans le règlement des radiocommunications, il faut se rappeler que c'est aussi un traité, comme la Constitution. C'est donc un traité qui lie les États membres de l'UIT et qui est basé sur plusieurs principes. Il définit les droits et les obligations de tous les États membres par rapport aux ressources fréquentielles, y compris celles dans l'espace. Ce traité est basé sur l'enregistrement des assignations de fréquences dans un registre international qui s'appelle le MIFRE. Et cet enregistrement garantit aux assignations de fréquences d'être reconnues internationalement. L'objectif de des présentations de ce matin, c'est de vous expliquer plus en détail ce que signifie cette reconnaissance internationale. Et enfin, une chose importante, alors que la constitution de l'UIT est un document assez stable, il n'a pas été modifié, je crois, depuis plus de 15 ans, le règlement des radiocommunications, lui, évolue. Il évolue tous les 4 ans lors des conférences mondiales des radiocommunications, comme il vous a été expliqué hier. Cette évolution a pour but de suivre l'évolution technologique, d'y répondre, et également de s'assurer que les réglementations sont à même de permettre l'innovation en matière radio. Lorsque une disposition du règlement radio s'avère peu claire ou bien s'avère insuffisante pour régler un cas particulier, nous avons au sein de l'UITR un dispositif qui s'appelle le comité du règlement des radiocommunications qui adopte des règles de procédure. Hier, vous avez eu une présentation de M. Fienko qui vous a expliqué le travail du comité du règlement. Alors, c'est donc ici, au niveau du règlement radio, le deuxième niveau de réglementation après la Constitution. Alors, dans le règlement radio, il existe 5 mécanismes principaux pour contrôler le brouillage et assurer l'accès équitable. Les attributions de fréquence dans l'article 5, dont vous avez entendu parler hier, les limites de puissance, soit dans l'article 5, soit dans les articles 21 ou 22, qui permettent de protéger les services, les autres services via des limites de puissance, un mécanisme de coordination entre administrations, qui permet d'assurer que les assignations demandées par les différentes administrations puissent opérer tout en étant libre de brouillage. Et mes collègues, notamment Mme Karina et M. Lou, vous expliqueront les détails de ces mécanismes de coordination. Enfin, il existe, comme je le disais, un enregistrement de toutes les assignations de fréquences, qui est la base du fonctionnement de tout le mécanisme de coordination. Et en cas de problème, en cas de brouillage, il existe un mécanisme de monitoring international pour localiser et faire cesser les brouillages. Ces 5 mécanismes sont les 5 piliers de base du règlement radio pour à la fois prévenir le brouillage et lorsqu'il arrive, s'il arrive malheureusement, eh bien s'assurer que l'on peut le faire cesser rapidement.
Une fois que l'on a défini les ressources en bit spectre, la question se pose de comment les différents États membres de l'UIT peuvent les utiliser. C'est ce qu'on appelle l'accès aux ressources en bit spectre. Il y a deux grandes approches pour cela et pour être enregistré dans le MIFRE. Soit une approche basée sur la coordination, c'est-à-dire basée sur les besoins au fil de l'eau. Et sinon, il existe une approche de planification a priori pour des futurs usages. Donc, Monsieur Wang, ici présent, vous présentera tout à l'heure l'approche de planification plus en détail et comment elle est mise en œuvre pour assurer l'accès équitable. Comme je le disais, mes collègues, Madame Karina et Monsieur Lou, vous présenteront plus en détail l'approche de coordination, soit formelle, soit basée sur une consultation. Enfin, la fin si vous voulez, le dernier élément important à retenir de la réglementation internationale, ce sont les mécanismes qui ont pour but de garantir les investissements qui sont faits dans les systèmes radio satellites, tout en empêchant une sorte de monopolisation ou de thésaurisation des ressources. Alors, pour empêcher que les ressources soient demandées sans être utilisées, il existe un certain nombre de dispositions qui vous obligent à mettre en service, c'est-à-dire à utiliser actuellement, utiliser en pratique ce que vous avez demandé. Et ensuite également, il existe des mécanismes pour, disons, garantir vos investissements au sens où si vous avez des difficultés pour, une fois en orbite, pour exploiter vos assignations, vous pouvez conserver un certain nombre de droits d'utilisation pendant un certain nombre d'années. Vous pouvez également faire appel au comité du règlement des radiocommunications en cas de problème de force majeure, et M. Fianco vous l'a présenté hier. Donc ces mécanismes complètent la première partie du mécanisme qui a pour but d'empêcher les brouillages préjudiciables. Alors, globalement, est-ce que ce système fonctionne? La réponse est plutôt oui. Et ici, je vais vous donner le pourcentage de fréquences radio enregistrées dans nos fichiers pour des réseaux satellites et qui ont été libres de brouillage rapportés. Alors, un point important, plus tard au cours de la matinée, nous aurons une présentation sur les brouillages et comment les rapporter à l'UIT, comment les faire cesser. Tous les brouillages, évidemment, ne sont pas en notre connaissance. La plupart des brouillages sont résolus à un niveau opérationnel. Simplement, notre organisation, si vous voulez, notre cadre juridique prévoit que les brouillages sont d'abord réglés à un niveau opérationnel. Donc, quand le pourcentage du spectre qui n'est pas soumis à des brouillages, en 2023, il était d'environ 99,94%, un petit peu moins, je crois, maintenant. Ce qui signifie tout de même que le système, en général, fonctionne remarquablement bien. Tout cela étant dû au fait que, vous avez sans doute vu, vous le verrez peut-être davantage dans les présentations de mes collègues, 95% des dispositions réglementaires ont pour but de prévenir les brouillages. L'objectif principal de l'UIT, c'est que le brouillage n'existe pas. Mais non pas de le résoudre, mais essayer vraiment d'empêcher qu'il survienne. Et donc, le reste de la matinée sera dédié à rentrer plus dans le détail des différents mécanismes que j'ai présentés ici en superficie, afin de vous donner une vision plus détaillée des différents mécanismes réglementaires à l'œuvre pour garantir une utilisation sans brouillage des ressources fréquentielles dans l'espace. Merci beaucoup. Thank you very much indeed, Alexandre. As I mentioned before, we have a time for a couple of questions. Do we have any questions at all for Alexandre? Right at the back, sir. Thank you, and good morning to everyone. My question to you, Alex, is
The figure that you just posted of 99.97%, what is that figure based upon? So, in fact, it was 99.94. The figure is based on the percentage of, we compute the percentage of spectrum that is recorded in the MIFR and that is affected by interference as reported to us, as reported to the BR. So we compute the, I would say, the size of the affected spectrum, and then we divide it by the complete recorded spectrum. So it was 0.06 in this case. And so in order to be more positive, we present the reverse number. We present the number which is free from harmful interference, which is 99.94. But it is based on what is reported to us by administrations, meaning therefore that the interference that is reported to us is quite severe in the sense that it has not been able to be solved by operators. It has not been able to be solved bilaterally between administrations. So these are quite severe cases. It doesn't mean that all cases are included into this figure, of course. But all the other cases, they have been solved without our intervention, I would say. Thank you very much indeed. Any other questions? Yes, over there. Thank you very much. Merci, Monsieur le chef des services spatiaux. J'ai également une question sur le pourcentage des interférences. Est-ce que vous avez constaté à l'UIT une augmentation ou une diminution de ces interférences au fil du temps? Je sais que c'est un chiffre que vous présentez régulièrement lors des séminaires. Est-ce qu'au niveau de l'UIT, vous constatez une augmentation des interférences ou plutôt une diminution? Merci beaucoup. Merci. Globalement, le chiffre est assez stable. C'est toujours autour de 99,9 quelque chose. Mais ces derniers temps, nous avons constaté une augmentation des brouillages vis-à-vis notamment des services de radionavigation par satellite. Brouillages qui ne sont pas forcément très bien représentés par un seul chiffre. En effet, tous les systèmes de radionavigation par satellite, ils utilisent la même bande de fréquence. Et donc, quand cette bande de fréquence est brouillée, qu'elle soit brouillée en un endroit du monde ou dans 50 endroits du monde, le chiffre va rester le même, parce que ce que cela montre, c'est le pourcentage de spectre brouillé. Mais ce que nous avons constaté, c'est que de plus en plus d'endroits de la planète sont affectés par des brouillages liés à la radionavigation par satellite. C'est-à-dire que de plus en plus de récepteurs de radionavigation par satellite sont brouillés, soit pour des raisons privées, soit pour des raisons géopolitiques, mais ce nombre augmente et il est d'ailleurs de plus en plus inquiétant, à tel point qu'il y a des actions communes qui sont menées par l'UIT avec l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et l'Organisation Maritime Internationale pour réduire ces brouillages. Merci. Do we have any questions for Chun-Chan, either in the room or on the Zoom chat? Over there. Thank you very much. Côte d'Ivoire, merci. Alors, ma question se situe au niveau des procédures de coordination. Dans le cadre des brouillages préjudiciables terrestres, je voudrais savoir s'il y a un délai de prescription pour ces ILUT. Merci pour votre question. Non, il n'y a pas vraiment de délai de prescription. Pour nous informer et pour nous saisir de cette question. Cependant, plus vous attendez, plus il est difficile de résoudre le problème, soit parce que le brouillage a eu lieu et s'est arrêté, dans ce cas, nous ne pouvons plus faire grand-chose, soit parce que si le brouillage dure depuis très longtemps, les choses peuvent s'être envenimées entre les acteurs et la solution est plus difficile à trouver. Donc, il n'y a pas de délai formel, mais le plus tôt est le mieux. Merci.